Je vais prendre l'appel avec le 183 et le 643. En première ligne, les paramédics le sont vraiment dans un monde plus que jamais en crise. L'équipe a demandé les policiers en mode urgent. Un homme, 79 ans, intox. Si vous pensez que nos paramédics répondent seulement à des accidents, vous vous trompez. Une femme suicidaire dans le métro, donc elle aurait l'intention de se suicider selon les informations qu'on avait. Jamais ils ont eu autant d'appels pour des gens avec des troubles de santé mentale. Mais même nos paramédics craquent. Le premier mort, mais ça a été le premier choc post-traumatique. Mon père qui a fait un arrêt cardiaque dans mon ambulance. Ça a été mon dernier call. Des centaines vivent les conséquences psychologiques de leurs interventions, subissent des chocs post-traumatiques ou encore pire. Soigner les autres pour sacrifier notre propre santé. Aujourd'hui, on est à leur côté pour vous montrer leur réalité. Je vais prendre l'appel avec le 183 et le 643 et un 1033 au premier arrivé. Merci beaucoup. Ça va sur une femme suicidaire dans le métro, donc elle aurait l'intention de se suicider selon les informations qu'on avait. On a un véhicule de soins primaires qui se dirige sur place. Le but, c'est toujours de la protéger d'elle-même en premier, et puis les intervenants aussi autour pour être sûr et certain que personne ne soit blessé durant tout ça. Et ça va? Ça va? Ouais. La dame, je sais pas si tu la connais, là. Non. Et c'était suicidaire parce qu'elle vient de sortir de l'hôpital pour une infection à la jambe. Puis étant donné que c'était trop long, elle était en s'appartement. En partant de l'hôpital, elle a dit à voix haute, je m'entends ça dans la mort. OK. Les appels pour des personnes avec des idées suicidaires sont de plus en plus nombreux. Les intervenants d'urgence le constatent. Parfois, ça se termine très mal. Dans ce cas-ci, la dame va être amenée à l'hôpital pour avoir de l'aide psychologique. Mais on voit qu'il y a plusieurs intervenants qui sont là pour elle, qui sont rapidement intervenus pour tenter justement de l'aider pour qu'on évite le pire. C'est une dame qui est connue du milieu. Elle veut pas qu'on la touche. Elle veut pas qu'on l'amène à différentes places. Il faut essayer de susciter sa collaboration, mais à l'arrivée des intervenants, elle était assise sur le bord du métro, les jambes dans le vide. Elle était prête à commettre l'acte. Fait que c'est pour ça, eux, ils sont intervenus physiquement. Pour la suite des choses, le but, c'est vraiment de l'amener à coopérer avec nous, essayer de faire en sorte que ça se déroule bien, puis de répondre au maximum à ses demandes pour qu'elle coopère jusqu'à l'hôpital. La nuit est jeune. La nuit est jeune, elle ne fait que commencer, effectivement. On va voir ce qui nous attend dans les prochaines heures. Toujours une surprise. Le paramédic, ce que j'aime l'appeler, c'est comme un généraliste. Il fait un petit peu de tout dans sa journée. Il peut aider quelqu'un en crise de panique, comme il peut aller sur un accident. Après ça, il va faire un feu. Puis il va finir sa journée avec complètement autre chose. Fait que c'est vraiment un petit peu de tout. Les appels en santé mentale, Ouais. On nous dit qu'il y a eu une explosion depuis la pandémie. Toi, tu le constates aussi? Je constate qu'au quotidien, les gens, ce qu'ils verbalisent, c'est vraiment la solitude. Les gens se sont vraiment refermés sur eux-mêmes, de ce que je peux constater, là. Puis les gens demandent de l'aide. Certains le font, beaucoup plus qu'avant. Et c'est quel type d'appel? Ça mène à quoi, ça, comme appel? Ça va de tout à rien. Ça va à des gens qui veulent simplement parler, à des gens qui sont complètement en crise et désorganisés. Certains sont agressifs, d'autres le sont pas. D'autres mélangent avec drogue et alcool. Donc, c'est un petit peu là-dedans qu'on doit naviguer au quotidien. On avait dit que la nuit était jeune et effectivement, ça n'a pas été long. Sébastien reçoit un autre appel d'une personne en détresse liée à un enjeu de santé mentale. Je vais prendre l'appel avec le véhicule 67. C'est possible d'avoir un 1033 à l'arrivée de l'équipe. Merci beaucoup. L'équipe a demandé les policiers en mode urgent. Dans ces cas-là, on leur demande de se retirer si c'est non sécuritaire pour eux autres ou de juste attendre que la police arrive pour intervenir. Donc, c'est à voir. Un homme, 79 ans, intox, cacheté, possible coup à la tête.
Selon monsieur, il aurait passé 10 minutes dans la neige. Il était non coop avec nous, il ne voulait pas qu'on l'aide du tout. Il y a des enjeux évidents au niveau des doigts, mais il faisait toute l'évaluation. On va essayer de les sonner. On va voir s'ils vont nous répondre. Bonjour, monsieur. Des gens qui s'inquiètent pour vous, on pourrait venir vous jaser? Quoi? Pour voir si vous êtes correct, si vous êtes tombé, Eh oui, non, si vous êtes commis la tête. non! Ben oui, il y a des gens qui vous ont vu. Je vous aime, Vous nous aimez? je vous aime, Ouais. et vous respecte. Et je vous respecte aussi, monsieur. Là, vous comprenez qu'on est quand même pas plus avancé. Là. Je suis quand même un petit peu inquiet de votre état de santé. Non, Là, vous, le coup à la tête, ça fait-tu inquiétant, mais parce que si vous me dites qu'il peut y avoir des conseils d'intervention, on va rentrer. Je connais pas son histoire médicale, il m'a pas répondu. Pour convaincre l'aîné de recevoir des soins, Sébastien décide d'intervenir. Bonjour! Une petite pression. On fait juste prendre une pression, on commence par ça. regardez, Non? C'est moi qui va se taper des je enjeux. vous respecte. Ils vous respectent aussi, ils ont froid, mais ils veulent vous aider. J'en ai même pas. Hey, quand j'ai vu ça la soirée, c'est la première fois dans la vie qu'on m'aide. Bon, Qu'on m'aide ben, de cette façon-là. prenez-la, cette aide-là, ils veulent continuer, justement. Suki, Suki, ça, c'est le chien? Suki, c'est mon gars. Votre gars, excusez-moi. Non, c'est le chien. Mon chien, c'est Oui. mon gars. Mais tant mieux, je suis content de savoir que vous avez de l'amour à la maison, mais laissez-les un petit peu juste venir prendre votre pression, puis après ça, ils vont avoir la conscience tranquille, puis nous autres aussi. Les équipes ont essayé, les policiers aussi. Moi, je suis le visage neuf qui est arrivé après. C'est pour ça que je suis resté en retrait au début, essayer d'aller voir, je peux-tu amener quelque chose d'autre? Finalement, le monsieur, il dit, il est content, tu sais, c'est la première fois que quelqu'un lui offre de l'aide. Ça doit être difficile à accepter. Fait que c'est de l'amener à l'accepter. Ils vont continuer de travailler fort, ils vont faire leurs recherches. Puis on verra comment on peut aider ce monsieur-là pour que sa vie se porte mieux. Absolument. Oui, merci beaucoup. On prend une pause du terrain pour se diriger au quartier général d'urgence santé. Face à l'augmentation des appels pour des gens en crise ou avec des troubles de santé mentale, de nouvelles équipes ont été mises en place au fil du temps. Pour la première fois, il y a le groupe d'intervention tactique d'urgence santé qui nous ouvre ses portes. Jamais ils ont montré leur centre d'entraînement. C'est une première, on va aller les rencontrer. Bonjour, bonjour. Merci de nous accueillir. Salut Charles. Merci, Étienne, enchanté. C'est un peu votre cave de Batman ici. Notre centre d'entraînement, Oui. vous êtes quel spécialisé? Le GIMT, là, c'est quoi exactement? Expliquez-moi. Le groupe d'intervention médicale tactique de Montréal, tout ce qui est des perquisitions, barricadées, prises d'otages. C'est d'amener les soins le plus rapidement possible, même si les lieux ne sont pas tout à fait sécuritaires, mais sécurisés. On est capable, avec nos équipements, d'intervenir rapidement aux patients. Donc, on diminue par ce fait-là la mortalité et la morbidité de ces patients-là. La santé mentale, c'est dans vos interventions parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en crise d'une certaine façon. Hein? Assurément, là, au niveau de la santé mentale, les interventions qu'on a le plus, c'est des barricadés, des gens connus avec des problèmes psychiatriques, décompensés, difficilement raisonnables. Et vous préparez à toute éventualité. Montrez-moi donc cette salle-là, cette maison. Vous pratiquez ici. Nous, on pratique ici. C'est une maison type. Il pourrait ici avoir une prise d'otage, il pourrait avoir quelqu'un en crise. Exact. Et là, comment on intervient dans ces situations-là? On a des pompes qui simulent des artères fémorales. Puis c'est le contrôle d'hémorragie. Puis c'est ça, sous la menace directe, indirecte, quel type de soins qui est propice à donner à ce moment-là. Ici, c'est notre salle de bain, notre petite salle de bain qui va servir à assimiler beaucoup de patients barricadés qu'on a avec des problèmes psychiatriques. Souvent, on va les retrouver dans le bain. Soit ils sont poignardés ou intoxiqués. Ici, ça simule vraiment une petite salle de bain, comme qu'on retrouve dans beaucoup d'appartements à Montréal. Il y a du faux sang, évidemment. Oui. Et puis, donc, pourquoi il y a ce faux sang-là? C'est qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est pour développer nos habiletés pour intervenir rapidement, parce qu'on va l'avoir vu 100, 200 fois, 300 fois en simulation. Justement, voir à répétition des images choquantes comme ça, des gens en crise qui souffrent, commencer comme intervenant d'urgence. C'est sûr Bonne question. Ouais. C'est sûr que c'est pas facile. Puis plus que tu prends de la date, plus que tu envoies, plus que c'est difficile aussi. Quand tu es plus jeune, on dirait que tu es comme un peu... en tout cas, pour ma part, j'étais comme plus désensibilisé. On dirait, quand je commençais à avoir des enfants, on dirait que tu te transposes quand tu fais des interventions comme ça. Tu vois
l'environnement où est-ce qu'il est, tu rentres dans sa vie personnelle, où ce que là, tu peux te transposer, tu peux t'imaginer que ça peut être comme chez tes parents, ça peut être comme chez tes enfants. Il nous racontera ensuite son pire appel. Ça implique un enfant prisonnier sous un métro. Pour ne pas traumatiser d'autres intervenants d'urgence, il demande que nous ne diffusions pas sa description de la scène et reste que ce sera un point tournant de sa carrière. C'est pas tant le patient, comme je vous dis. Tu sais, souvent, on arrive, on a un travail à faire, c'est pas... Mais c'est te dire qu'est-ce qui l'a poussé vers là. Tu fais des idées, puis au final, t'as pas de réponse. Jamais j'aurais pensé que j'aurais pas été atteint par une intervention. Puis là, finalement, tu sais, OK, la coquille a peut-être craqué un petit peu. Ce soir-là, c'était déjà une soirée extrêmement occupée à la centrale des appels d'urgence. Écoutez, madame, je transmets l'information publique aux paramédics. On frôlait la centaine d'appels à l'heure, mais un drame viendra en rajouter une couche. Un violent carambolage vient de survenir. Il y a plusieurs blessés graves, dont 2 jeunes enfants. 6 ambulances sont mobilisées. C'est une intervention qui vient de changer le cours de la soirée. C'est Sébastien sur le 34. Je viens de voir l'appel à Laval. Là, présentement, on a un enfant 5 mois puis un 8 ans. Les 2 gars sont en fait de la santé. Ça, c'est un appel à Laval. Il y a eu un gros accident. Exactement ça. Puis on avait 2 enfants en bas âge là, qui malheureusement étaient en réanimation cardio-respiratoire par les équipes. Notre travail, ça va être de s'assurer que les paramédics qui ont intervenu sur ces appels-là et qui ont été témoins des événements qui sont malheureux reçoivent le support nécessaire ce soir. Sébastien est dépêché d'urgence à l'hôpital Sacré-Cœur où certaines des victimes sont acheminées. Il ira aussi prêter main forte aux paramédics qui ont été les premiers sur place. On entend que certains sont secoués, les larmes aux yeux. Cette intervention auprès d'enfants n'a laissé personne indifférent. Des pères aidants, ça c'est des paramédics formés pour soutenir leurs collègues, sont aussi dépêchés sur les lieux. Nous arrivons à l'urgence en même temps que le père des enfants. Comment tu vas? Vas-y, mon homme, je vais te donner un coup de main. Allô? Le père est sous le choc, il reçoit des soins. Par respect, on se place à l'écart. Une équipe qui est en train de traiter des blessures traumatiques avec un aspect psychologique très fort. Fait que c'est sûr que ça amène son lot de défis. Le père répétait sans arrêt les mêmes propos concernant ses enfants. Fait que ça va être une nouvelle à annoncer plus tard aussi. Pour les parents, c'est évidemment la fin du monde. Ouais. Puis pour les paramédics, bien, ils ont vécu ça aussi d'une certaine façon. Exactement ça, ouais. Sébastien s'assure de l'état d'esprit de chacun des paramédics. L'important, c'est de se préserver là-dedans. Fait que... T'as-tu 2 minutes? Oui. Ouais. Il y a quelques semaines, tu as eu un appel assez marquant. C'est un enfant qui avait été vraiment gravement blessé. Puis tu as voulu arriver vraiment vite pour protéger tes autres collègues. Là. Je voulais m'assurer de limiter au maximum les détails graphiques pour protéger les équipes. Puis ça a fait en sorte que cette pression-là a fini par redescendre pendant 2 semaines, difficulté du sommeil, irritabilité. J'avais beaucoup de symptômes psychologiques. J'ai été pris en charge ici et à la maison aussi, mais évidemment, c'est tout le temps des scènes qui restent gravées. Hein. À l'école, ils se plaisaient à dire il y a un tiroir ouvert, jamais, il y en a qu'on ne pourra jamais refermer totalement. C'est un de ces tiroirs-là qu'on a ouvert et qui va le rester. Je vais apprendre à vivre avec cette douleur-là, ces images-là. 7 paramédics sur 10 souffriraient de problèmes de santé mentale à divers degrés, selon une récente étude québécoise. Anxiété, épuisement, dépersonnalisation et choc post-traumatique sont devenus monnaie courante. C'est pour cette raison qu'Urgence Santé a maintenant 2 psychologues en résidence. Ah, bonjour, enchanté. Étienne, bonjour, vous allez bien? Merci beaucoup de nous accueillir. Bonjour. Bon, c'est mon rendez-vous avec ma psy. Ah oui. On n'a pas assez de temps. Non, j'ai beaucoup de choses à dire. Merci de m'accueillir. Merci de vous intéresser au sujet. Oui. Pourquoi vous savez c'est important de s'intéresser à ce sujet-là? Les chiffres varient là, de 17 à 24 % de la population de paramédics risque de souffrir d'un trouble de stress post-traumatique. Mon travail, moi, c'est beaucoup de normaliser les réactions. En fait, ce qu'on va dire, c'est qu'ils vont avoir des réactions normales, de la tristesse, de la colère, de l'injustice, de l'inquiétude,
face à une situation qui est complètement anormale, qui est hors du commun. Parce qu'on a souvent l'impression que les paramédics donc, sont des surhumains là, qui, après tous ces appels, même très difficiles, continuent leur travail et ça ne les touche pas nécessairement, mais c'est un peu plus complexe que ça. En fait, le langage populaire, on va souvent entendre « est-ce qu'on se forge une carapace au fil du temps? » J'ai un petit peu de misère avec cette conception-là de la carapace. En fait, il faut savoir bien se préparer lorsqu'on s'en va sur une scène difficile. Que plus ils vont être actifs dans l'intervention, plus ils vont être occupés dans l'intervention, moins ils vont recevoir tout l'aspect réel de la situation. Si tu n'es pas actif, tu deviens le témoin d'un drame. Ah oui. Et ça rentre dedans. Et c'est ça qui est parfois le plus bouleversant que l'état même du patient. Chez nous, on les invite à autodéclarer, à déclarer les événements qu'on va appeler à stress élevé. De la même manière qu'un employé va se faire mal en dérapant sur la glace, va se faire mal à une épaule, hein? Il va déclarer cette situation-là. Ils vont déclarer « Moi, hier, j'ai été témoin d'une situation très difficile. » On a entendu des cas de choc post-traumatique, de suicide aussi chez les paramédics. Vous, quand vous entendez ça, évidemment, c'est... C'est ce qu'on... Bien, en fait, je vous dirais, les suicides, le décès par suite, c'est ce qu'on souhaite pas. Hein? C'est ce qu'on veut pas. Puis moi, je suis là. Mais avant toute chose, les paramédics entre eux autres sont là les uns pour les autres. Et une équipe de pères aidants aussi. C'est pas vrai qu'on va éviter le développement d'un trouble de stress post-traumatique suite aux situations horribles auxquelles ils sont exposés. Ce qui est important, c'est de pouvoir offrir le soutien le plus rapidement possible. Au fil de nos tournages, plusieurs nous parlent de collègues qui se sont enlevés la vie encore récemment. Les paramédics seraient 2 fois plus à risque de suicide que le reste de la population, selon certaines études. Sur les réseaux sociaux, des paramédics brisent tranquillement le silence sur la santé mentale. Mon premier mort, mais ça a été mon premier choc post-traumatique parce que c'était une pendaison. Fait que, ouais, fait que, tu sais, justement, à l'école, tu sais, on est tout excités, on a hâte d'avoir des gros appels, on dirait. Mais tu sais, t'as tellement un détachement parce que t'as pas vécu vraiment la souffrance de l'humain. Quand tu le vis pour vrai, c'est une autre affaire. J'ai traîné ça pendant 1 an parce que j'avais peur qu'on me dise que j'étais pas faite pour être paramédic. Tu sais, j'étais en stage, mon premier mort, puis je fige. Certains décident de carrément quitter la profession. 1089, c'est officiel. La fin du chiffre, la fin de ma carrière de paramédic. Une fin que je n'ai pas choisie. Une fin que je n'avais jamais imaginée qui finirait si abruptement. Une petite 2 secondes. C'est beaucoup d'émotions, c'est ça. Ouais. C'est normal, c'est normal. On revit une carrière. Ouais. Hein? On revit une carrière. En 2016, le matin, je suis rentré au bureau, puis sur les ondes radio, ils ont donné un appel, puis c'était l'adresse chez ma mère, qui vivait dans un bloc appartement. Puis en essayant d'appeler chez ma mère, s'était engagé. En appelant la centrale, on m'a dit « Olivier, ta mère est en arrêt cardiaque, t'es le véhicule le plus rapide pour aller sur les lieux. Qu'est-ce que tu veux faire? » Fait que je me suis rendu sur les lieux pour aller constater le décès de ma mère, qui était en fait une femme très en forme, puis il n'y avait pas de signe précurseur qu'elle allait décéder cette journée-là. On voit les chiffres, le nombre d'ambulanciers qui ont des chocs post-traumatiques ou même parfois des idées suicidaires ou qui passent à l'acte. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Là. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Puis dernièrement, il y en a encore qui ont passé à l'acte. On dit souvent, est-ce que c'est causé par le travail? Est-ce que c'est causé par la vie personnelle? Moi, je pense que quand notre sac à trauma est rempli d'événements, d'appels, de peines, de cris, on arrive à la maison, puis on amène ça à la maison aussi. Ça faisait un petit bout que je disais que j'étais à un quart de la retraite. Puis je m'amusais à dire ça, j'étais à un quart de la retraite parce que je suis épuisé physiquement, mentalement. J'ai eu quelques arrêts de travail. Je continue à travailler jusqu'en 2023, au mois d'août, où c'est au tour de mon père qui a fait un arrêt cardiaque dans mon ambulance. Puis par chance, je l'ai réanimé. Ça a été mon dernier call. Probablement le plus beau call que j'ai fait de réanimer quelqu'un qui est proche de moi, c'est mon père. Mais probablement aussi un des pires psychologiquement. Puis cette journée-là, ça a été lui, mon call de la retraite. Parce que c'est ça, on a l'impression qu'il y en a beaucoup qui quittent la profession en ce moment des paramédics. C'est quoi le portrait? Qu'est-ce que tu entends en ce moment? Là? Ça va pas bien. Nos conditions de travail sont diminuées. Puis on dirait toujours avec un gouvernement qui
veut pas s'occuper de nous. Beaucoup de gens partent en maladie par épuisement. Beaucoup décident juste de tirer la plug puis s'en aller ailleurs parce que ce qu'on entend, c'est que ça peut pas être pire ailleurs. Le plus beau métier du monde est rendu un des métiers les plus difficiles sur notre santé personnelle. Soigner les autres pour sacrifier notre propre santé, notre propre sécurité. Je pense pas qu'on guérit d'un stress post-traumatique, mais je pense qu'on peut l'apaiser. Puis c'est ce que je travaille présentement. Présentement, je travaille fort. Probablement le métier le plus dur au monde, travailler sur moi. Chers collègues, je ne serai plus là, mais je ne serai pas bien loin. Si aujourd'hui tu me demandes comment je vais, je te répondrai demain quand j'aurai fini de verser tous les larmes que j'ai besoin de sortir. Mike 0528 1089. Merci à toi, Étienne, de donner la voix à la santé mentale, parce que plus qu'on en parle, plus qu'on va être reconnu, moins qu'on va arrêter de souffrir en silence. Moins qu'on va arrêter de souffrir en silence, moins que ça va être douloureux. Ça, c'est important. Oui, c'est important. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, puis ensemble, on est plus fort. C'est vrai, c'est vrai. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Plaisir merci beaucoup de t'avoir rencontré. Merci. C'est troublant de voir le nombre de personnes qui souffrent présentement. Il y a beaucoup de détresse dans la population en général, mais aussi chez les paramédics, comme on l'a vu. Il faut être solidaire, il faut être là l'un pour l'autre plus que jamais à notre époque. Si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de parler à quelqu'un, il y a des lignes d'aide, notamment le 1-866-APPEL. Il y a des gens partout au Québec qui sont là pour vous écouter.